Bienvenue dans Oberkaï, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Didier. Bonjour Jean Didier. Bonjour Caroline. Alors, toi, le rêve de devenir menuisier ne date pas d'hier. Inspiré du coup par ta famille, tu as passé beaucoup de temps à bricoler avec ce matériau. Si je reprends un peu ton parcours, ta première expérience professionnelle s'est effectuée dans un cabinet d'architecture bioclimatique où l'on construisait des maisons en bois. Tu as trouvé ça pertinent, du coup à la fois sur le plan thermique et écologique, mais tu savais pas encore comment le faire toi-même. Du coup, tu as décidé de démissionner pour te former chez les Compagnons du Devoir. Tu as appris la charpente bois, les tracés, la trigonométrie, les copeaux et les astuces de chantier. Ton parcours s'est ensuite poursuivi en tant que calculateur, dessinateur, chargé d'affaires, conducteur de travaux et chef de projet. Ça en fait, dans le domaine du bâtiment. En parallèle, à l'âge de 30 ans, tu as auto-construit ta propre maison en bois. Chapeau. Et puis là, lors de la pandémie, tu t'es retrouvé au chômage et t'as décidé de construire une extension en bois. C'est à ce moment-là que tu as ressenti le besoin irrépressible de te lancer par toi-même. Et c'est ainsi que ton entreprise, Lame Bois, a vu le jour. Donc tu crées des espaces uniques et personnalisés en réalisant des terrasses de rêve comme un costume sur mesure. J'adore cette phrase. Bref, vous l'aurez compris, chers auditeurs, le sujet d'aujourd'hui est consacré à l'aménagement extérieur et comment construire sa terrasse. Déjà, est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Jean Didier? Très très bien résumé. T'as bossé. J'ai bossé. J'ai Ouais, bossé. très bien. Eh ben écoute, je te propose de passer sur notre petit brise-glace, notre petit jeu, une vérité, un mensonge, sur le sujet du jour. Je t'écoute. Ok. Alors la première chose, c'est de se dire que une lame de terrasse, plus elle est lisse et moins elle glisse. D'accord, ok. Et la seconde chose, ce serait de se dire qu'une terrasse de bonne qualité se reconnaît au fait qu'il n'y ait pas besoin de l'entretenir. C'est pas évident. Alors, je vais jouer ma carte un peu logique. Je me dis que si une lame de terrasse, plus elle est lisse, plus elle glisse, hein, tu m'as dit. C'est ça. Hein. Moins elle glisse. Moins elle glisse. Eh ben, écoute, Plus elle est lisse, moins elle glisse. moi, je dirais que c'est plutôt les lames de terrasse rainurées, là, qui permettent justement ce côté antidérapant. Dans ma logique, je dirais ça. Donc, pour moi, c'est la fausse. Et du coup, l'autre, c'est la vraie. Et non, et c'est l'inverse. Eh ben, tu vois. Donc, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement? Bien sûr. Donc, en fait, ce qui est glissant dans une terrasse bois, c'est pas le bois parce que, par exemple, si tu prends historiquement les ponts de bateau, ils étaient en bois. Et en fait, ce qui glisse sur une terrasse bois, et les ponts de bateau ne glissaient pas parce qu'ils étaient très entretenus. Ok. Et en fait, plus tu arrives à le nettoyer facilement, moins elle glissera. Et les peignes, donc les rainures qu'on a tous vues sur les terrasses bois, de moins en moins, mais il y en a beaucoup eu. En fait, ça crée des interstices. Ces interstices favorisent le développement de mousse. Et en fait, c'est les mousses qui fait que c'est glissant. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'une surface lisse est beaucoup plus facile à nettoyer qu'une surface rainurée. Et donc, en fait, c'est un peu contre-intuitif, mais plus c'est lisse et moins ça glisse. Ok, et ben tu vois, tu m'aurais eu, ça faisait longtemps que je m'étais pas trompée. Bravo à toi. Bravo à toi, tu pourras dire que t'as réussi à m'avoir. Franchement, voilà, tu m'as appris quelque chose, bravo. Et la seconde chose, le fait qu'une terrasse bois de bonne qualité se reconnaît au fait qu'il ne faut pas l'entretenir, en fait, il faut entretenir sa terrasse bois. Même si elle est de super qualité, c'est un peu comme une bagnole. Même une bagnole que tu achètes très cher, tu te poses pas la question d'aller faire la révision tous les ans. Et c'est ça qui fait que ça dure. C'est préventif. Voilà. Donc, il faut l'entretenir, c'est primordial. Ok. Et c'est assez simple. L'entretien, c'est pas spécialement lui redonner sa couleur, c'est la nettoyer pour enlever les verdures, voilà, les résidus, les feuilles,
la pollution qu'il y a dessus, quoi. Donc on parle pas vraiment de couleur ici, ça c'est encore autre chose, mais le nettoyage une fois par an, Et ça peut se faire, indispensable. enfin, logiquement à l'eau, savon, Ouais. classique, quoi. Voilà. Eau plus savon noir ou lessive Saint-Marc, c'est parfait, plus un balai brosse. Si tu as une surface relativement petite, je dirais entre 20 et 30 mètres carrés, au balai brosse ça marche, surtout si Mmh. c'est lisse. Et après il existe des outils. Je l'ai gardé pour la suite. Eh ben écoute, on enchaîne, on va pas tout faire en introduction. Ouais. Je te propose du coup, peut-être pour commencer cet épisode, de nous dire un peu les principales étapes du processus d'une construction de terrasse et un peu les défis liés à ça, comment anticiper un peu ces étapes pour, voilà, on a envie de construire une terrasse, comment ça se passe? En fait, aux États-Unis, il est fait des terrasses très facilement, très aisément, et ils ont une grosse différence avec nous, c'est que ils laissent beaucoup d'air sous leur terrasse. Et donc c'est des espaces qui vieillissent très bien, avec peu de sinistralité. Et nous, en Europe, on a tendance à pas avoir la même logique et à réduire les espaces sous la terrasse et Mmh. donc ne pas avoir de ventilation, qui est un élément fondamental d'une terrasse. Avant de choisir l'essence, avant de choisir plein de choses, c'est la ventilation et l'espace qu'on aura pour construire la terrasse. Et donc, au moment d'une conception, si on a le choix, c'est de laisser une bonne hauteur. Donc une hauteur minimum, une hauteur idéale, c'est 20 centimètres. Ok. Et on se retrouve beaucoup avec des cas où on a moins. Et c'est dommage puisque pour le même ouvrage, on n'arrive pas à bien faire circuler l'air. Et en fait, l'air permet de... En fait, la lame de terrasse est exposée fortement sur son dessus aux intempéries, aux variations. Donc, elle est très mouillée, puis sèche très vite Mmh. avec le soleil puis la pluie. Alors que dessous, eh bien, on peut avoir une humidité très importante et on a une différence d'humidité entre la face supérieure et la face inférieure de la lame qui fait que ça la fait travailler et elle vieillit mal. Donc la ventilation, c'est fondamental. Donc le premier conseil, quand on a le choix, réserver une hauteur importante pour construire sa terrasse. Ok. Après, c'est définir le juste besoin. Et là, on parle pas de menuiserie, on parle en fait de besoin, quoi. On discute de ce que tu veux faire de l'endroit, quoi. Si tu veux y faire un coin salon, si tu veux y faire un coin repas, si tu veux y faire un coin chill, et fonction de l'exposition, de la communication que tu veux en faire avec ta maison, eh ben, tu trouves son emplacement, tu te dis, tiens, là, peut-être une petite zone de 9-10 mètres carrés pour tel ou tel endroit. Puis, voilà. Pas vraiment se dire, on arrive et on pose une terrasse, c'est 30 mètres carrés, on fait un rectangle de 3 par 10 et voilà, c'est un petit peu à réfléchir au juste besoin Au volume peut-être, ouais, et au aussi. volume, ouais. Ouais. Et aux fonctionnalités, Ok. même dans les flux, dans les passages. Et puis après, on peut réfléchir au design en associant du végétal, si on jouait avec l'existant, quoi. Bien souvent, moi, j'arrive sur des projets où la construction est là, où il y a des arbres, et donc c'est jouer un petit peu avec l'environnement et, euh, et un peu faire des contraintes, des opportunités. Ok, très bien. Et justement, bah, du coup, je vais enchaîner. Je suppose qu'après, c'est un peu le choix du matériau, le choix de la menuiserie. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu quels sont les matériaux les plus durables pour construire sa terrasse? Comment on choisit son matériau de revêtement de terrasse en fonction de ses besoins spécifiques au niveau de l'utilisateur? Alors, la question que je pose toujours, quasi en premier, c'est est-ce que Mhm. vous voulez marcher pieds nus sur votre terrasse? D'accord. Et
Et fonction de ça, tu écartes déjà des matériaux. Il y a des essences qui vont relever des échardes assez rapidement. Et donc ça, c'est pas idéal quand on veut marcher pieds nus, quand on a des enfants, même quand on n'a pas d'enfants, se prendre des échardes, c'est pas agréable. Donc ça, c'est pour choisir le matériau, se dire est-ce qu'on veut marcher pieds nus dessus ou pas, Ok. qui peut orienter, ou exclure des matériaux. Et après, la question de la couleur. Est-ce que vous voulez une terrasse qui ne soit pas grise? Parce que un bois avec les UV, enfin un bois en extérieur, va forcément tourner vers le gris, plus ou moins foncé, fonction de l'essence, plus ou moins avec des nuances en fonction de l'essence, mais globalement on va sur du gris. Et si jamais on veut pas de gris, on peut rester sur du bois, mais ça va nécessiter un entretien, donc un nettoyage plus des applications de saturateur 1 ou 2 fois par an. Et en gros, couplé à ça, on me dit souvent, très très souvent, je voudrais quelque chose sans entretien. Mm. Et donc là, je dis ok, mais ça va être difficile de garder la couleur du bois telle qu'on la présente. J'arrive toujours en rendez-vous avec des essences de bois fraîches de sciage, donc qui sortent de scierie, et puis des essences et la même essence qui a passé un an dehors, de manière à pouvoir se projeter sur le rendu. Et donc voilà, quand on veut pas du gris, franchement, je déconseille le bois. Ok. Et c'est là où on peut orienter vers du composite, du bois composite, donc un produit industriel, mais avec un revêtement autour qui permet de maintenir la couleur sur des temps longs, de 20 à 25 ans. Ok. Donc ça permet, oui, effectivement, quand on a ce problème de l'esthétique, d'avoir une solution alternative. C'est ça, exactement. Ok. Et du coup, donner peut-être les avantages et inconvénients de chaque, par exemple, peut-être pour le composite, pour l'aspect esthétique, et bois naturel, comme on le choisit. Alors le composite va permettre d'aller sur des couleurs différentes. Après, il y a la différence majeure entre un bois composite et un bois naturel, c'est qu'il il travaille très différemment. Le bois va travailler en largeur, donc dans la largeur de la lame, Ok. en fonction de l'humidité. C'est-à-dire que le jour que tu as entre les lames va être variable fonction de l'hygrométrie, donc quelque part fonction de la saison. Et le bois composite, lui, travaille. Donc le bois composite, c'est une farine de bois plus un plastique qui est du polyéthylène ou du polypropylène, suivant le fabricant retenu. Et lui va pas travailler en largeur, mais lui va travailler en longueur, donc dans la longueur de la lame, avec la température et puis avec l'humidité. Ça veut dire que fonction des expositions aussi et de la couleur retenue en composite, il y a des warnings à avoir et des longueurs de lame ou des joints entre les lames à respecter. Et ça, il y a aussi un design qui peut être réfléchi pour contrer un peu tout ça. Okay. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Est-ce que tu as d'autres... Si, bien sûr, mais d'autres avantages, inconvénients entre les deux matériaux? Donc, tu me disais en termes de design, ça peut être différent au niveau de effectivement, du matériau en lui-même. Pour le composite, c'est vraiment le choix de la couleur. Et moi, j'irais pas. Souvent, c'est un argument qui est avancé pour le composite, c'est la facilité d'entretien. Et ça, pour moi, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai dans tous les cas. Et ça revient un petit peu au jeu du départ. Ça dépend franchement de la structure du composite. Tu as des composites pour répondre à des marchés publics.
ils respectent des normes de glissance, et donc pour ça, ils amènent une structure dans le produit. Une structure, c'est-à-dire une granulométrie sur le dessus du produit. Ok. La granulométrie ou la structure fait que c'est pas facile à nettoyer. Et donc, sur la fiche technique, tu vois, quand tu passes des essais en labo, effectivement, c'est antidérapant. Mais dans la vraie vie d'un vrai projet exposé au nord, euh, où c'est galère à nettoyer, ça peut devenir glissant. Et c'est pas spécialement plus facile à entretenir qu'un bois. Euh, Tu as par contre des composites américains qui ont développé des structures. Alors la lame sur le dessus est légèrement bombée, ce qui fait que tu favorises l'eau, et qui est beaucoup moins structurée, qui a un effet de brossage. Et là, du coup, c'est facile à nettoyer, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Ok. Donc le composite peut être facile à nettoyer à partir du moment où on fait attention au revêtement qu'il y a dessus. Sinon, c'est pas forcément. C'est un peu une fausse idée, une fausse, comment on dit. Une fausse idée. Ouais. Ça passe très bien. On aime les jeux de mots ici aussi. Ça tombe bien. Et bah, du coup, peut-être qu'on peut en parler à ce moment-là. En termes d'entretien, quelle est réellement la différence et enfin, on en a parlé un petit peu justement avec notre jeu, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ça? L'entretien, c'est minimum une fois par an. Ok. Idéalement, c'est bien avant la belle saison, mars à mai. Ok. Balai brosse plus lessive Saint-Marc ou savon noir. Idéalement, le faire quand il pleut. Parce qu'en fait, il y a besoin de mouiller ta terrasse quand tu la nettoies, donc autant ne pas l'arroser. Donc en fait, c'est le temps idéal, c'est quand il pleut. Et donc ça, c'est pour les surfaces, on va dire de 20 à 30 mètres carrés, enfin en dessous de 30 mètres carrés. Et après, moi, il y a un produit là qui a été sorti. Je sais pas si on a le droit de dire des marques. Mais en tout cas, Si t'en as plusieurs, c'est mieux. ah non. Bon, allez, vas-y, je t'autorise à la citer. Si c'est vraiment un Ouais, produit miracle. ouais, enfin miracle, je sais pas, mais en tout cas accessible, efficace. Donc c'est la marque Karcher. Alors on Ok. dit qu'il faut jamais nettoyer sa terrasse au Karcher. Donc Ok. on entend Karcher par nettoyeur haute pression et Oui. la lance, et donc ça il faut jamais le faire parce qu'en fait tu relèves les fibres du bois, et alors sur le moment tu peux trouver que ça fait propre, mais au long cours c'est vraiment pas une bonne idée. Tu l'abîmes Euh, en fait, c'est ça. Tu l'abîmes, exactement. Mm. Tu déstructures le bois et tu relèves les fibres, et ça relève des écharpes. C'est vraiment pas bon. Encore pire avec une buse qui tourne. Mm. Les Euh, rotabuses, là, ce qu'on Rotabuse, appelle. ouais, voilà. Parce qu'en fait, tes d'équerre, tes tangents, enfin, t'es pas dans le sens de la fibre du bois. Et il faut brosser dans le sens de la fibre du bois, comme quand tu ponces. Mm. Voilà. Et donc, Karcher a lancé une brosse. Donc, t'as pas du tout besoin d'avoir de nettoyeur haute pression. Cet appareil se branche sur une prise de courant et sur un tuyau d'arrosage. Et c'est une brosse rotative qui brosse dans le sens du poil ou de la lame. Et ça enlève beaucoup de mal. C'est beaucoup plus facile et ça coûte moins de 200 € dans tous les magasins de bricolage. Ok, donc Casto, effectivement, pour Leroy, voilà. les plus grandes surfaces, plutôt privilégier ce genre de choses, ça peut aider. Parce que sinon, Oui, ça fait beaucoup d'huile de coude si on doit tout faire c'est au ça, balai c'est brosse. ça. C'est vraiment beaucoup plus rapide et c'est très efficace. Oh, J'ai ok. fait une vidéo de démo sur mon LinkedIn dernièrement, Ok. très Bah courte. écoute, ça pourrait être peut-être être le C'est moyen pas du de tout un donner placement de une petite produit, astuce. j'ai pas d'action chez Karcher. D'ailleurs, c'est un client qui me l'a fait découvrir. Ouais, Comme quoi, parfois, c'est drôle quand on échange avec les clients aussi d'avoir ce genre de petites astuces supplémentaires, quoi. c'est clair. Ouais, très intéressant. Trop bien. Parlons volume. Comment on détermine la taille et la forme optimale de sa terrasse? Comment on fait pour avoir l'espace disponible par rapport à l'utilisation prévue? Comment on s'imagine ça? Est-ce que tu as Et- des et- astuces? ouais, alors déjà, moi, je suis pas fan des très gros projets. Je suis vraiment, je préfère construire le juste besoin Ok. pour pas épuiser les ressources.
pour qu'économiquement ce soit viable aussi, tout simplement. Euh, En fait, on discute des besoins réels des clients. Donc, comme je te disais un petit peu tout à l'heure, si tu veux y manger, par exemple, si tu veux mettre une table, c'est bien d'avoir une largeur de 3 mètres, quelle que soit la table. Après, si tu veux 20 personnes, bon, bah, à ce moment-là, tu sais que la table va être grande, donc tu peux faire tu réfléchis un peu à la table, quelle table tu vas mettre, donc tu sais que la largeur c'est 3 mètres, et fonction de la longueur des personnes que tu veux accueillir, bah, 5, 6 mètres, Mhm. 4 mètres. Ça, c'est pour un espace repas. Après, quand tu as une circulation, moi, j'aime bien mettre entre 90 centimètres et 1 mètre. Quand tu as un coin salon, aujourd'hui, les salons sont assez volumineux. Si tu veux mettre quelques fauteuils et une table, moi, je dis 9 mètres carrés, c'est bien. Et après, c'est une sensibilité, mais le carré, je suis pas hyper fan, donc plutôt faire du rectangle. Et quand tu associes les deux, eh bien, faire un décroché, plutôt que de construire 30 mètres carrés d'un rectangle, essayer de jouer Mhm. un décroché pour matérialiser deux espaces. Euh, Quand tu dis un décroché, c'est par exemple séparer la terrasse ou faire une forme un peu différente. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire un décroché? donc un décroché, c'est quand tu crées un désalignement entre dans le volume imaginé, quoi. Plutôt que d'avoir une grande ligne, tu Ok, faire deux volumes plutôt qu'un grand, deux petits volumes plutôt qu'un grand, ou deux volumes moyens plutôt qu'un grand. ok, ok, très clair. Euh, Quelles sont les normes et réglementations à respecter quand on fait une construction extérieure, un aménagement extérieur, une terrasse? Est-ce qu'on a des obligations en tant que particulier? Alors, d'un point de vue du règlement d'urbanisme, il faut se rapprocher du PLU ou du PLUI de chaque commune. En gros, si tu dépasses pas une hauteur par rapport au terrain naturel de 60 centimètres, Mhm. tu n'as pas de déclaration préalable à demander. À partir du moment où tu dépasses cette hauteur, il faut avoir, suivant les communes et suivant la surface, une déclaration de travaux ou un permis de construire. Ok. Donc, si on reste entre guillemets sage au niveau du volume et de la surface, on peut complètement le faire chez soi sans forcément faire une autorisation. Ouais, c'est surtout la hauteur vis-à-vis du terrain naturel qui, Ok. qui, qui compte. Ouais. Mm. Et du coup, bah, ça va peut-être aider pour ma prochaine question. Je voulais savoir comment on optimise aussi le confort d'une terrasse, tu vois, par exemple en termes d'isolation thermique, les insonorisations, les protections solaires. Est-ce que tous ces équipements un peu supplémentaires, ça peut être aussi même l'éclairage, des pergolas, etc. Est-ce que du coup, là, ça rentre peut-être dans un permis quand on touche justement un peu à la hauteur? Et comment en fait tu peux optimiser avec une terrasse? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de projet de combiner plusieurs éléments? Oui, je combine régulièrement, effectivement, tu as raison, une terrasse très régulièrement avec de l'éclairage. Là, il n'y a pas de contrainte particulière. Ok. De l'éclairage extérieur qui te permet de profiter plus pleinement ou plus longuement de ta terrasse, soit dans la saison, tu peux l'hiver voir ton jardin. Après, moi, je mets pas spécialement des éclairages intégrés dans la terrasse, mais je mets plutôt en valeur des sujets à proximité de la terrasse qui valorisent en fait l'élément. La terrasse, c'est assez 2D, c'est assez plan, et le fait d'avoir un élément vertical comme un sujet végétal ou un sujet un petit peu artistique, le fait de Mm. le mettre déjà cet objet-là toute la journée te donne de la 3D au projet. Et puis la nuit, le fait de l'éclairer, ça donne le rétro-éclairer par-dessous, ça donne de la volumétrie intéressante au projet. Donc pas besoin il n'y a pas de contrainte particulière là-dessus. Je fais aussi des pergolas. Les pergolas ont pour vocation de générer un espace différent, puisque tout simplement, quand sur un grand volume, tu viens sur une partie du volume mettre un élément en 3D, tu génères naturellement un espace en te disant, tiens, ça peut être mon coin salon. C'est aussi l'opportunité de suspendre des choses. Ok. J'ai fait des fauteuils suspendus ou choses comme ça, t'as de la structure. À partir du moment où c'est pas couvert, t'as pas non plus de permis de construire. Euh, Ok.
Tant que là-dessus. ça C'est reste vraiment, ouvert au niveau des c'est, murs, au niveau... ouais, moi, Ouais. je fais jamais des choses couvertes. C'est vraiment des choses très aérées. Et la pergola est support de végétation, souvent. Donc, je crée un réseau, de câbles ou de bois qui permettent de supporter de la végétalisation. Ou alors, un store Vélum, c'est un store qui permet un peu comme un Storban, mais suspendu à la structure de la pergola, qui te permet Mm. de te protéger du soleil. De mieux gérer le soleil, ouais. Ça peut Ouais, être un des système un apports. petit peu... Et ouais. ça peut être intéressant pour gérer tes apports solaires à l'intérieur de ta maison. Plutôt que de faire un brise-soleil, tu peux aussi te servir du store Vellum pour gérer tes apports. Ouais, pour faire une première barrière aux rayons du soleil pour éviter que C'est ça tape ça. justement sur la baie vitrée ou Là, inversement. ouais, là, on rentre dans l'été et le soleil est très haut. C'est facile en tirant ton store de 1 mètre 50, tu n'autorises plus les rayons du soleil à rentrer dans ta maison et ça te fait une clim naturelle finalement. Mm. Non, c'est intéressant aussi de voir comment on peut optimiser son espace extérieur pour optimiser son espace Ça, intérieur c'est pas rien. aussi. Ouais. Tout à fait. C'est vraiment une vision que j'ai. Je conçois souvent mes terrasses en plutôt vue intérieure puisque je considère que souvent tu as des grandes baies et c'est un espace que tu vois toute l'année depuis ton intérieur. C'est ton cadre, c'est ton mur déco. Enfin, c'est une opportunité de déco énorme et de prolongation visuelle de ton intérieur. Or, tu peux concevoir à la manière d'un paysagiste en fonction du jardin, mais quand tu te mets dans le fond du jardin et tu regardes ta terrasse, au final, c'est 5% du temps, alors que t'es 95% à l'intérieur de ta maison à regarder ta terrasse. Dans ce sens-là, tu Mm. vois ce que je veux dire? Ah oui, non, c'est sûr. Donc tout ce qui est optimisation, comme tu disais, au niveau de la végétation, au niveau, même pourquoi pas d'une pergola, de cet aspect, ou même du coup au niveau du sol aussi, complètement. Mais Oui. c'est important d'avoir cet ensemble harmonieux aussi, quoi. Et Et aussi des brises-vues, puisque parfois les parcelles sont de plus en plus denses, donc t'as du voisinage, t'as de la proximité. C'est très régulier que je traite des vis-à-vis avec un bout de brise-vue qui peut être support de végétation, qui peut être partiellement support de végétation, mais qui est traité généralement en même temps que la terrasse. Mm. oui, c'est vrai que ça fait un ensemble aussi quand on s'imagine sur les murs. En général, effectivement, comme tu dis, le vis-à-vis, il y a beaucoup de maisons quand même qui sont collées les unes aux autres, Ouais, ou les jardins qui sont collés les uns aux autres. Donc ça exactement. peut être, ça va dans un ensemble. Ok. Après, sur l'aspect sonore, moi, j'ai pas vraiment de solution. Voilà, je suis sur un espace extérieur. Et est-ce que, alors je sais pas si tu as eu l'occasion, mais des systèmes de chauffage pour les terrasses, est-ce que ça te parle ou est-ce que ça existe? Alors oui, ça existe, mais c'est pas ma came. Ok. Par Genre contre, alors, de petits poêles ou choses comme ça. alors si, le bras zéro, Voilà. ouais, si, autant je me reprends. En fait, j'avais l'image tu sais, des terrasses de café Non, à parasol, on n'en bouteille est de pas là. gaz. Ok, non mais ouais. Non, C'est alors plus oui, pour profiter de sa terrasse quand la c'est saison rafraîchit le soir, choses comme ça. Est-ce que, exactement. selon les Euh, régions, hein. Ouais, chez nous, ça rafraîchit. Je suis dans l'ouest de la France. Et oui, le bras zéro, c'est ultra convivial. Et j'adore faire des espaces conviviaux, pardon. Et donc le bras zéro, où tu peux simplement pour le plaisir du feu, entre potes, te mettre autour du feu et le coupler à la cuisson de grillade ou de chamallow. Voilà, c'est top. Ça se conjugue bien, ouais. T'as ça et t'as un truc qui arrive, c'est aussi en circuit fermé bien sûr, mais les fontaines où, Ok. où ça donne un esprit sympa. Et il y a un Ok. truc qui me titille de plus en plus, c'est le spa nordique. Incrémenté directement dans la terrasse, du coup? Ouais, ouais, et je pense que je vais tester ça prochainement, très prochainement.
Et en fait, c'est le spa et les piscines, c'est un peu décrié pour. Alors, les piscines, c'est un peu décrié vis-à-vis de l'utilisation de l'eau, etc. Les spas, t'es quand même sur des volumes Plus réduit. beaucoup plus réduits. Tu fais pas la même chose, hein, tu nages pas, mais et en fait, le spa nordique, il est alimenté par un poêle à bois. Et comme je génère des chutes de bois, je me dis que ça pourrait vraiment être pas mal. Il y aurait Ouais, un cycle qui pourrait être intéressant, quoi. exactement. Ok. Et t'as pas de Et consommation électrique folle, quoi. T'es pas obligé de tenir à H24 ton spa en route, quoi. Quand t'as envie de faire un spa, il faut t'y prendre 2 heures à l'avance, tu fais ton feu et Et ça peut servir occasionnellement et ça fait un équipement supplémentaire qui rajoute un peu du charme aussi à son habitation, à sa c'est ça, terrasse et quoi que ce soit. Ok. Est-ce qu'on a fait exactement. le tour de tous les équipements qui pourraient s'ajouter à la terrasse? Il me semble que c'est pas mal déjà. Ouais, c'est bien, ouais, déjà. Hmm. Ok, top. Bon après le sujet qui fâche toujours un petit peu mais qui est important. Combien il faut compter pour construire une terrasse? Comment on évalue son budget? Parce Ça que me fâche c'est pas. sûr que ça C'est hyper dépend toujours, important. mais C'est c'est hyper hyper important. important de savoir comment estimer ça. Donc, Ouais. est-ce que tu as des tips là-dessus? Ouais, d'ailleurs j'ai aussi rédigé quelque chose là-dessus il y a pas très longtemps parce que c'est une question qui est toujours posée. C'est Mm. central. Euh, une terrasse de bonne facture, c'est entre 200 et 300 euros hors taxe du mètre carré. Ok. Voilà, ça c'est sans compter une pergola. Voilà, on Oui, parle les d'une terrasse équipements. Ouais. de 200 à 300 euros du mètre carré hors taxe. Et Ok. alors la TVA, en fait, deux possibilités. C'est une création, et donc là, tu es sur 20%. Même si tu es sur une maison ancienne, qui a plus de 2 ans, si tu crées de toutes pièces ta terrasse, c'est une TVA à 20%. Si par contre, tu as une terrasse existante, même une dalle, tu peux considérer que c'est une rénovation de terrasse, et donc là, tu es sur une TVA à 20%. Ok. Ok, ok. Donc création 20% et tu m'as dit Rénovation, 10%. 10%. Hmm. Ok. Il vaut mieux rénover. Ouais. Et est-ce que t'as aussi des bons plans alors pour choisir le bon professionnel pour réaliser sa construction de terrasse? Comment on fait pour s'assurer du respect de la qualité du travail, des normes pour des particuliers qui voilà, ont envie de déléguer ce travail-là? Comment on fait pour choisir est-ce qu'il y a des petits points de vigilance à avoir ou à discuter au moins avec son artisan? Ouais, il y a des choses assez simples. C'est déjà regarder les avis, c'est Mhm. voir comment l'approche, comment on sent le feeling avec l'artisan. Ok. Et après, quand tu as des offres documentées et détaillées, c'est quand même un gage pour moi de qualité. Et puis après, il y a des choses, on est en extérieur. Donc il y a des choses auxquelles il faut faire très attention. Euh, les classes de bois, alors ça on n'en a pas parlé, mais en extérieur, quand tu es sur une terrasse, tu es sur un produit horizontal. La classe à respecter, c'est la classe 4. Donc déjà vérifier si le bois est classe 4. Et après sur les assemblages, encore une fois, on est en extérieur, donc il faut utiliser des inox, Ok. des aciers inoxydables. Et Les assemblages, fonction, c'est tout ce qui est pour fixer les lames, etc. hein, c'est ça. ouais, pardon, ouais, les Mm. vis, ouais, Ok. exactement. Par exemple, tu visses une lame, les têtes de vis que tu vois sur les lames, Mm. c'est ce que j'appelle un assemblage. Ou alors, même sous la structure, parfois, tu as besoin d'assembler un plot avec Mm. une lambourde, la lambourde, c'est la pièce structurelle. Euh, Ça, il faut que ce soit en inox. Et après, même fonction de si tu es près ou loin du littoral, il y a deux qualités d'inox, l'inox A2 ou l'inox A4. Quand tu es en bord de littoral, les embruns sont hyper présents et il faut aller sur l'inox de la meilleure qualité, qui est l'inox A4. Et ça, il faut demander à ton artisan Oui, s'assurer que qui c'est les bons matériaux exactement. Et qui les après, choisissent. je reviens à une chose, c'est la tactique envisagée vis-à-vis de la ventilation fondamentale.
C'est fondamental. Quelle est la vision qui va porter là-dessus au Ouais. niveau de la hauteur? Minimum 20 centimètres, si j'ai bien retenu. 20 t'arrives à faire avec moins, mais quand tu as 20 centimètres, c'est l'idéal. Ok, Et on là, prend l'idéal. La vision exactement. parfaite. Exactement. Ok, bon, 20 centimètres. Ok, est-ce que tu vois autre chose? Ou pour toi, c'est déjà pas mal de faire attention à tous ces points de vigilance? Ouais, et après, il y a aussi tout ce qui favorise l'entretien de la terrasse, donc que ce soit des lames lisses, idéalement qu'elles soient légèrement bombées. Ça Hmm. aussi, ça, c'est des choses toutes bêtes, mais ça favorise la durabilité de ta terrasse. Moi, je fais de plus en plus de fixations invisibles, c'est-à-dire que tu pénètres pas les lames. Donc encore une fois, t'enlèves des points singuliers de pourrissement. Et puis esthétiquement, c'est plus joli. Voilà. Ok, eh ben écoute, c'est chouette d'avoir quelques billes supplémentaires. Est-ce que j'ai une dernière petite question? Est-ce que tu vois des Dis-moi. tendances actuelles en matière de design, de conception de terrasse, pour un peu inspirer nos auditeurs sur ce qui se fait en ce moment, quoi? Euh, casser les volumes, que ce soit en plan ou que ce soit en hauteur. Créer des niveaux. Alors c'est pas toujours favorable vis-à-vis de la circulation, mais par contre, le fait de créer des hauteurs différentes, en fait, ça crée naturellement des espaces, c'est joli. Voilà. Mm. Donc moi, je suis assez partisan des conceptions simples. La simplicité et la sophistication suprême. Mhm. C'est une devise que j'aime bien. Et des choses simples, mais décrochées en hauteur, en plan. Voilà. Ok. Donc casser un peu les volumes et avoir plusieurs un peu espaces qui se regroupent, mais en même temps bah, chacun un peu son utilité peut-être, c'est ça? Ok. Ok, ok. Est-ce que tu vois une dernière chose à ajouter? Sinon, on passe à la phase action. Eh bien, action. Action. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail? Alors, bah, tu t'en doutes, hein, nos auditeurs, ils ont un projet de terrasse. Quel conseil tu leur donnes pour construire leur propre terrasse, maximiser les résultats, éviter les erreurs courantes? Un conseil hyper concret tout de suite. Prendre son temps sur la réflexion sur le cahier des charges, en fait. Vraiment réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur espace et pas combler un vide. C'est Mm. vraiment se dire qu'est-ce que je veux faire de cet espace. Tu réfléchis à ça et après on construit autour de ça le juste besoin. Ok. Donc c'est vraiment se Réfléchir au cahier projeter. des charges, ouais. Ouais. Et voilà. Et vraiment avec ça, on arrive à avoir les idées claires sur ce qu'on veut faire. Ça va très souvent au bout. Ok. Ouais, pas partir trop vite, se dire j'ai un trou, il faut forcément que je l'aménage en terrasse. Ça C'est peut être ça, mille et une choses, quoi. exactement. Ok, très clair. Question plus personnelle, du coup, dans ta vision, dans le meilleur des mondes pour toi, c'est quoi ton bercail idéal, Jean-Didier? Mon bercail idéal, c'est une maison tournée vers le soleil. Et globalement, maison et jardin tournés vers le soleil, vers la lumière, vers les apports solaires. Plutôt un projet. Je préfère un projet petit avec une vue de dingue plutôt qu'un un projet énorme. Enfin, une vue de dingue, on s'entend, mais avec un environnement agréable plutôt Mhm. qu'un grand projet dans un environnement moins favorable. Ok. Idéalement autosuffisant. Et très bien isolé de manière à se prévenir à la fois pour la chaleur d'été et la chaleur d'hiver, de manière à y vivre sereinement, même si tu vois comme il y a un an, tu as une envolée des prix de l'énergie, c'est pas dramatique parce que ton besoin il est pas énorme. Donc ok, Mhm. tu doubles ta consommation, mais si tu es sur une base faible, Ça voilà, s'équilibre un peu plus, ouais. voilà, c'est ça.
Ok, Donc c'est quelque chose d'assez sobre finalement, mais tourné vers le soleil. ok, C'est très clair. bien. Est-ce que tu as des sources pour qu'on s'informe sur le sujet de l'aménagement extérieur, la terrasse? Est-ce que tu as, je sais pas, des podcasts, newsletters, livres, personnes à aller suivre qui pourraient être intéressants? Alors, rien de tout ça, podcast, livre, pas vraiment. J'en connais pas. Peut-être Ok, qu'il en existe, j'en connais pas. Par contre, il y a une ressource qui s'appelle Tropix, ok, Tropix, développée par le CIRAD, et ça recense les principales caractéristiques mécaniques de 245 essences de bois forestières, tropicales et tempérées. En fait, ça te donne des fiches techniques. C'est gratuit. Et ça te permet de vérifier si le bois, l'essence de bois, est adaptée à ton utilisation. Et à comparer. Ça te permet de comparer très facilement une essence par rapport à une autre. Et donc savoir si c'est adapté. trop bien. Ça permet au moins aussi ouais, de comprendre quelles essences existent. Enfin, quand on est un peu curieux, qu'on a envie de savoir un petit peu ce qu'on va mettre aussi chez soi, c'est cool de pouvoir aller voir ça. Donc, je mettrai dans les ressources Tropix. C'est bien ça? C'est assez technique. Ok, Ouais, voilà, c'est assez technique, mais c'est très factuel. ok, Voilà. ok. Bah C'est comme écoute, ça qu'il y a des essences que que je décide de ne pas poser parce que je me dis qu'il a un point trop faible à un endroit pas assez stable. Voilà. Et je prends pas de risque là-dessus. ok. Mais ça peut être quand même une bonne ressource pour voir au moins la variété d'essences qui existent et Oui, de pouvoir le faire plus en conscience dans tous les cas, quoi. exactement. Trop bien. Eh ben écoute, l'épisode touche à sa fin. Je tiens déjà à te remercier pour ce super passage. Où est-ce qu'on peut te contacter et te retrouver, Jean Didier? Merci aussi, Caroline. C'était cool de m'avoir invité. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Je suis présent sur LinkedIn 3 fois par semaine. Ok. C'est mon seul réseau social. J'y arrive pas à être sur les autres. Mais c'est déjà très bien d'y être. Non, j'ai par le passé essayé de tout faire, mais j'y arrive pas. Donc, je suis sur LinkedIn 3 fois par semaine à discuter de terrasse et d'entrepreneuriat et de ma vision de l'artisanat en France. Trop bien. Et ben allez suivre Jean Didier, activez la cloche pour suivre ses posts. Ils sont toujours très dynamiques et sympas. Donc allez voir un petit peu son travail. Et puis bah écoute, je te remercie pour ce moment. Et puis j'ai plus Merci à qu'à toi. souhaiter à tout le monde à bientôt dans vos bercailles. Salut. Si je devais retenir 3 choses de cet épisode, rappelle-toi que plus une lame est lisse, moins elle glisse. Tout simplement parce qu'elles sont plus faciles d'entretien. Car il faut savoir que les surfaces glissantes sont principalement causées par les mousses. Un peu d'huile de coude et on utilise de l'eau, du savon noir ou de la lessive Saint-Marc avec un bon balai-brosse. Cela prolongera évidemment la durée de vie de ta terrasse. La première question à se poser ensuite, est-ce que tu veux y marcher pieds nus ? En fonction, opte pour une essence de bois appropriée afin d'éviter les échardes qui sont assez désagréables. Si tu préfères préserver la couleur de ta terrasse et éviter la décoloration, privilégie plus un bois composite avec un revêtement sûrement plus résistant. De plus, on pense à aménager son espace en fonction de ses besoins réels, exploite le design existant et les végétaux pour transformer toutes les contraintes en opportunités. Et enfin, pour estimer le coût de la construction d'une terrasse, il faut prévoir un budget compris entre 200 et 300 € hors taxe par mètre carré. Il est important de noter que la TVA applicable varie en fonction de la situation. En effet, pour la création d'une terrasse, la TVA est de 20% même si la maison est en Seine. En revanche, si la terrasse est construite sur une surface existante, la TVA est réduite à 10%. Voilà, quelques billes supplémentaires pour l'estimation de la terrasse de tes rêves. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir notre travail en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux faire partie de la belle communauté d'Aubercaille, je t'invite directement à t'inscrire sur notre site www.aubercaille.co pour avoir toutes les dernières informations sur l'habitat éthique. À très vite dans Aubercaille.